Alors, on est à la paracha Miketz, qui est une paracha un peu particulière. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que a priori, en fait, justement, elle n'est pas très particulière. C'est-à-dire que, en fait, cette paracha nous fait plonger dans un récit continuel de détails. On se demande quel est l'intérêt. Et, et en ça, elle est particulière, justement, par son manque de quelque chose qui chose extraordinaire, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça, encore que l'ascension de Yosef, oui, soit extraordinaire. Et il y a un truc assez curieux, c'est qu'elle est d'un seul bloc. Si vous regardez dans un Tanakh bien fait, qui reproduit la façon dont c'est découpé dans la Torah, eh bien, vous n'avez pas de parashot tuchot ou sgurot. C'est-à-dire que, normalement, tel que les choses sont présentées dans un Sefer Torah, et tel que c'est présenté dans un texte, dans une édition du Tanakh qui suit correctement la pagination de la Torah, vous avez des espaces. Il y a un jeu sur les espaces. Vous avez des mises à la ligne. Donc, il y a ce qu'on appelle une paracha, ou ptucha, ou sgura. Sgura, quand c'est juste un espace au milieu du texte, mais c'est comme une respiration. C'est comme un nouveau paragraphe, mais c'est au milieu, l'espace est au milieu du texte, entre deux phrases, bien évidemment. Ou un passage à la ligne, qui est une façon de faire un paragraphe plus fort. Eh bien, dans notre paracha, elle est d'un seul tenant. Et le fait qu'elle soit d'un seul tenant est curieux pour une. D'abord, c'est rare. Et puis ensuite, c'est curieux parce qu'en fait, il y a deux histoires dans notre paracha qui sont complètement différentes. Deux thématiques, si vous voulez. Il y a l'histoire de Yosef, enfin des rêves de Pharaon, plus exactement. Pharaon fait des rêves. Il n'y a pas d'interprète, on va chercher Yosef, enfin vous connaissez l'histoire. Et du coup, l'ascension de Yosef en Égypte, qui interprète bien les rêves, etc. Ça, c'est une histoire. Puis une deuxième histoire, c'est la rencontre entre Yosef et ses frères. Mais c'est deux histoires indépendantes, c'est deux rythmiques différentes. Logiquement, on aurait dû diviser ces deux histoires. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui est assez curieux. Pose question, pourquoi ce besoin, vous voyez, de ceux qui ont créé cette mise en page, cette tradition rabbinique qui crée cette mise en page? Pourquoi ce besoin de faire un seul bloc? Alors qu'on devrait aérer un peu tout ça. Alors, difficile de savoir pourquoi, mais on peut avoir des suppositions. D'abord, est-ce que ce serait une seule histoire? Il me semble que cette hypothèse ne tienne pas bien, parce que ce n'est pas une seule histoire, effectivement, même si tout ça se passe en Égypte avec les mêmes personnages, mais c'est quand même deux scènes différentes. Mais si on écrivait un roman, on vous dirait, voilà, faites un nouveau chapitre. Votre éditeur vous dirait, écoutez, peut-être on va glisser un nouveau chapitre là. C'est quand même deux histoires différentes. Donc, ça ne me paraît pas la raison. Peut-être parce que on peut supposer, c'est une supposition que je propose, c'est que Yosef étant dans cet exil d'Égypte, l'horizon est bouché. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va se développer. C'est une possibilité. Maintenant, notre paracha Miketz, de ce point de vue-là, se termine avec un petit trou dans le texte, tout petit. Il y a tout d'un coup cet espace de 9 lettres, ça c'est la règle, quand on fait ces espaces, c'est le compte de 9 lettres, qui est donc un blanc dans le texte, qui est un nouveau paragraphe, mais ce qu'on appelle paracha Zgura, pas Ptucha, fermé, et va ouvrir la paracha suivante, Vayigash. Comme si là, tout d'un coup, il y avait quelque chose de neuf. Alors, si vous prenez la fin de la paracha, vous voyez, je commence par la fin, eh bien, tout simplement, après toutes les histoires entre Yosef et ses frères et la façon dont Yosef, en fait, manipule ses frères, c'est une manipulation, il va les plonger, a priori, Benjamin, qui est coupable, en prison, les autres vont pouvoir partir. Et là, à ce moment-là, Vayigash,
et ça c'est déjà la paracha de la semaine prochaine, Vayigash Elav Yehuda. Yehuda s'approche et il commence à faire une grande plaidoirie pour libérer Benjamin. Ça c'est la paracha de la semaine prochaine. Mais il me semble que c'est comme si tout d'un coup, là, à partir du moment où Yehuda est capable de risquer sa vie, vous voyez, en provoquant Yosef, en venant plaider brutalement face à Yosef pour sortir du pétrin son petit frère Benjamin, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un horizon qui s'ouvre. Ce n'est pas un grand horizon, c'est un petit espace. Les choses ne sont pas encore réglées entre eux. Alors que jusque-là, il est dans une forme d'exil. Maintenant, il y avait une paracha au début de la paracha qui est la nôtre, de Miketz. C'est-à-dire que la fin de la paracha précédente, Vayeshev, elle se terminait avec Yosef en prison, donc tout horizon bouché par définition. La prison, ce n'est pas vraiment un univers très ouvert. Et en plus, là, ça s'appelle un bord, donc c'est vraiment le trou, quoi. Donc, il est au trou, et la paracha Vayeshev se terminait par un passage à la ligne, dont une paracha Ptucha. Parce qu'on commençait quelque chose de nouveau, et que c'était Pharaon qui se mettait, on changeait de scène, on allait dans le palais du Pharaon. Là, ça s'expliquait. Mais du point de vue de l'exil de Yosef, Yosef est toujours, évidemment, loin de ses frères. Bon, c'est l'intercession que je donne à la pagination de la Torah. Et que du coup, si on suit mon raisonnement, même l'ascension sociale de Yosef, parce qu'il passe de la prison dans notre paracha, dans la première partie de la paracha, il passe de la prison d'un statut de prisonnier esclave à un statut tout à fait neuf pour lui, non seulement d'homme libre chez Pharaon, mais si tant est qu'on puisse discuter, savoir à quel point il est libre. Ne rentrons pas là-dedans, mais il est quand même plus l'esclave de Potiphar, il est sorti de prison, il devient Premier ministre, enfin on ne peut pas faire mieux. Donc l'idée que l'ascension sociale, vous voyez, fulgurante, extraordinaire de Yosef, ne va pas le libérer, en fait. Tant qu'il est fâché avec ses frères, tant qu'il est exclu de cette fratrie, eh ben, l'horizon n'est pas ouvert devant lui. Ce n'est pas l'ascension sociale qui lui suffit. Ce serait le message de la mise en page. Et que finalement, les gens, ça me paraît assez juste, les gens peut-être sont heureux de leur ascension sociale quand ils en ont une et qu'ils sont ambitieux, et leur réussite financière aussi, en l'occurrence. Yosef a un train de vie extraordinaire dès lors qu'il est nommé à ce poste, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, son horizon intime, qui est celui de cette histoire avec ses frères, reste bouché. Et lui-même étant exclu d'Israël, en quelque sorte. Alors, prenons cette paracha et voyons le mieux qu'on peut comment tout ça se décline, ce qui, encore une fois, n'est pas si évident, parce que c'est une paracha qui, a priori, n'a pas de grande thématique, encore que bien sûr, il y en ait toujours. La problématique principale, en fait, les problématiques principales, c'est des détails, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est des détails de psychologie humaine. C'est l'inquiétude, c'est l'ambition, c'est le remords, la ruse, le mensonge, l'émotion, la vengeance. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui font la paracha. Donc, c'est des petits trucs qu'il faut remarquer, et ce n'est pas, encore une fois, la grande thématique qu'on peut avoir dans d'autres parachutes. Et là-dessus, c'est aussi frappant. On est vraiment dans de la littérature, ce qui est très rare dans la Torah, parce que la Torah ne fait pas ça quasiment à aucun moment, et c'est peut-être le moment le plus fort où on va s'intéresser à des tas de petites choses. Ils se sont mis à table, ils ont fait ça, ils ont dit ça, il les faire venir, etc. Vous voyez. Alors, ça commence, vous voyez, Miketz Shnataim Yamim, si vous prenez le début, donc chapitre 41 de Bereshit, de la Genèse, vous voyez, Miketz Shnataim Yamim,
ou Pharaon cholem, et Pharaon fait un rêve. Après donc 2 ans de Yosef en prison, puisque c'est 2 ans après le fait que les chansons aient été libérées de prison. Il aurait dû plaider la cause de Yosef, il ne l'a pas fait. Donc ça montre déjà l'ingratitude profonde de cette chanson. Donc Pharaon fait un rêve et il naît Omed à la Yéor. Il se tient sur le Yéor. Alors ça c'est important, c'est un détail important. Le Yéor, c'est le nom dans la Torah pour le Nil. Il se tient sur le Yéor, qui d'ailleurs est intéressant parce que l'idée de luminosité dans Yéor, ça s'écrit avec un Aleph, et comme si c'était un éclairage, vous voyez, et qui du coup, on peut se poser la question, mais je n'en sais strictement rien, parce que Yéor, en fait, c'est pas forcément le nom propre. Ça peut être employé par ailleurs pour désigner des canaux. Vous voyez. Mais est-ce que ce n'est pas un clin d'œil, ce serait le cas de le dire avec la question de la luminosité, vers ce que peut représenter le soleil dans la mythologie des Égyptiens, je ne sais pas. En tout cas, Veine mina Yeor, Olot Sheva Parot, 7 vaches montent du Yeor, comme si c'était baigné dans ce Yeor, ou comme si le Yeor, donc le Nil, fournissait ces vaches, Yefot Mare ou Briot Bassar, et elles sont belles à voir, et Briot Bassar, c'est littéralement de chair ou de viande saine, sont saines de viande. Donc, évidemment, la fonction de ces vaches, a priori, c'est d'être mangées. Si on parle de bassar, ce serait leur fonction première. Ce ne serait pas d'aller labourer les champs ou de choses comme ça. Or, une vache, elle a plusieurs fonctions. Elle n'a pas que la fonction de fournir de la viande. Mais là, il semble que ce soit des vaches à viande. Batir ena beahu, elle se voit dans le pâturage, veine, sheva, parot, acherot, olot, acheren, minayeor, raot, mare, dakot, bassar, et en d'autres arrivent qui sont maigres. Vetaamda, etzel, aparot, al sfat ayeor, vatochelna, parot, raot, al mare, vedakot, bassar, je ne veux pas vous traduire tout, vous connaissez tout ça. Et sheva, aparot, yefot, amare, veabriot, veikatz, paro. Alors, on a donc tout le récit du rêve, où les 7 vaches maigres dévorent les 7 vaches grasses, et tout ce récit, vous voyez, qui se suit, assez répétitif, si je le lis vite, ce que je viens de faire, et Vaïkat Paro, Pharaon s'éveille. Alors, Vaïkat Paro, ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho au début de la paracha, Vaï Miketz Shnataim Yamim. C'était comme s'il y avait un éveil, si on reprend l'idée de... Parce que Ketz en hébreu, c'est la fin, c'est le bout de la nuit, le bout du sommeil pour le réveil de Pharaon, mais aussi au début de la paracha, qui s'appelle Miketz, au bout de, eh bien, c'est à l'échéance de 2 ans. Vous voyez, mais il y a comme un clin d'œil, évidemment. Miketz Paro, et puis il refait un rêve. Il se rendort. On peut imaginer que entre l'éveil et le rendormissement immédiat, Vaïchan Chalom, qui vient juste après, eh bien, il réfléchit peut-être un petit peu, je ne sais pas, sur son rêve. En tout cas, il se réveille. Vous savez que dans les rêves, on se souvient des rêves, en fait, au moment où on rêve juste avant son éveil. On ne se souvient pas des rêves d'avant. En fait, dans le sommeil, on rêve souvent, c'est des phases du sommeil, mais on n'en a aucun souvenir. Le souvenir qu'on peut avoir, c'est toujours quand on s'éveille. C'est frais dans la tête. Et on a souvent d'ailleurs un souvenir assez fugace. D'où la nécessité de, si on veut travailler sur ses rêves, de noter, etc. Enfin, il y a des gens qui font des exercices, il y a des gens qui tiennent même des journaux de leurs rêves. Bon, mais ça veut dire que l'éveil, si on se réveille dans un rêve, c'est aussi que le rêve vous éveille peut-être. Vous voyez, il y a un moment où on va se réveiller parce qu'on a assez dormi, tout simplement, on est en fin de phase de sommeil, mais aussi parce que peut-être que le rêve
vous éveillez, c'est le cas du cauchemar. On se réveille en sueur, etc. Donc, on peut comprendre que Pharaon est préoccupé déjà par ce premier rêve, a priori, sinon il ne se réveillerait pas. Vaïshan vayachalom shenit, veine, donc il rêve une deuxième fois. Veine, et là, le deuxième rêve, vous connaissez, c'est les épis. Et on a le même scénario, puisque on a 7 épis, comme on avait 7 vaches, et avec les mêmes quasi-vocabulaires, Dakot, Tovot, Briot, pardon. Et donc, du coup, comme pour les vaches, et pareil, elles avalent, Vetivlena Ashibolim, Adakot, Etcheva Ashibolim, Abriot. Donc, les 7 épis qui sont gras, qui sont bien, avalent les 7 qui sont maigres. Mais on a, vous voyez, quelque chose qui est très proche comme vocabulaire que ce qu'on vient d'employer pour les vaches. Alors que des épis, c'est quand même différent d'une vache. Vaïkatz Paro, et à nouveau, Pharaon se révèle, Veine Chalom, et c'est un rêve. Alors, ce qui est curieux, c'est Veine Chalom, qu'on n'avait pas la première fois. Vous voyez, la première fois, le premier rêve, on a Vaïkatz Paro, Vaïshan Veyachalom Shenit, ça c'était donc le verset, Vaïkatz c'est la fin du verset 4 et ensuite c'est le début du verset 5. Mais là, Vaïkatz qui est dans le verset 7, eh bien, c'est il se réveille par eau, Veine Chalom, et c'est un rêve. Alors, moi je trouve que cette expression Veine Chalom vient nous dire quelque chose. C'est que dans le rêve, il y a des moments où on ne sait pas si on rêve ou pas. Quand vous rêvez de quelque chose, vous le vivez. Et vous pouvez même vous poser la question si dans votre rêve, ce n'était pas vrai. Est-ce que finalement, ça s'est arrivé ou pas? Et il y a des fois, on peut se poser cette question réelle. Le rêve est tellement vrai, il est tellement ressenti, ce qui est très curieux. Vous voyez que c'est là où la supériorité du rêve sur l'imaginaire, parce que dans notre imagination, on peut imaginer des choses, mais on ne les ressent pas. Pas comme dans le rêve. Alors que dans le rêve, on peut véritablement ressentir physiquement ce qui se passe. Et donc, le deuxième rêve qui est complètement surréaliste, le premier, il était un petit peu déjà avec ces vaches qui avalent les autres, mais les épis qui en avalent d'autres, c'est encore plus surréaliste, qu'on pourrait dire, bah, c'est évident que c'est un rêve. Ça n'existe pas dans la réalité des épis qu'en mangent d'autres. Mais là, on a l'impression que Pharaon était tellement là-dedans, vous voyez, qu'il se réveille, avec quatre Paro, il peut se dire, mais je suis complètement dedans, puis il se réveille, mais non, je suis dans mon lit. C'est un rêve. Ouf, ce n'est qu'un rêve. Donc, c'est pas grand-chose, peut-être. On peut se rendormir maintenant, Vénéchalom. Et ça, c'est le verset 8. Vaï baboker, vetipahem rucho. Et c'était le matin, et son cœur, son esprit plus exactement, est agité. Oui, Tipahem, c'est aussi le Peima, c'est le rythme cardiaque. Il n'arrive pas à se sortir de cette aventure nocturne du rêve. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, cette description tout à fait intime de ce qui se passe dans la tête de Pharaon, dans son lit. Le texte nous emmène dans le lit de Pharaon, dans son sommeil, l'humanise complètement. Oui, on n'est pas du tout face à une espèce de potentat, on ne l'a jamais vu d'ailleurs, je vous signale. C'est la première fois que Pharaon apparaît. On l'a eu un tout petit peu avant parce qu'on sait que dans la paracha précédente, que le Saraophim et Saramashkim, donc les chansons, le panetier, ont été mis en prison par Pharaon qui s'était énervé après eux. Bon, voilà, et on n'a rien su de plus. Là, on est plongé dans son lit, dans la partie la plus intime d'un individu qui n'est pas forcément sa sexualité, mais qui est sa tête, ses rêves. Il n'y a pas plus intime que ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans les rêves de quelqu'un. Vous ne pouvez pas rentrer dans les pensées de quelqu'un. Peut-être un jour, on arrivera à faire ça. Mais alors là, les dernières barrières de notre liberté, de notre intimité seront brisées.
Ce sera à ce moment-là un vrai cauchemar, si on arrive à vous lire dans le cerveau. Et là, c'est ce qui se passe. On lit, on a droit au cerveau de Pharaon. C'est quand même assez formidable. Et on a le droit même à ces petits détails, vous voyez, de oh, il se réveille, il se rendort. Oh, ah non, c'est un rêve, c'était pas la réalité. C'est vraiment très curieux, je trouve, et assez fort sur le plan littéraire d'avoir fait ça. Et puis, donc il se réveille et il fait envoyer à l'assement et kol chartoumé Mitzrayim. Il ne va pas de main morte, il fait venir tous les chartoumim. Les chartoumim, une espèce de mages, donc des interprètes, des magiciens. Et Dieu aussi, si l'Égypte en a. Évidemment, l'Égypte est pleine de chartoumim. Elle est l'Égypte, par définition, c'est la divination. C'est la science de l'imaginaire. Quand on n'a qu'à regarder n'importe quelle peinture égyptienne, ils sont des gens extraordinaires, les Égyptiens, pour ça, avec toutes ces bêtes, avec des becs, des formes incroyables, et tout un monde complètement spectaculaire. Je crois que peut-être dans toutes les civilisations humaines, aucune n'a produit autant d'investissement dans le monde de l'imaginaire que l'Égypte. Regardez ce qu'ils sont capables de faire pour les morts, c'est absolument incroyable. C'est bien, la mort est un monde de l'imaginaire, on ne sait pas ce qui s'y passe. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais de là à construire des pyramides immenses, de là à faire des tombeaux absolument fantastiques, avec des antichambres, avec tout un tas d'objets. Bon, ce n'était pas pour tous les Égyptiens, c'était pour les pharaons, mais peu importe. C'est quand même un investissement, comme je crois, aucune civilisation humaine n'a fait pour ce monde de l'imaginaire. La dépense que ça représente, c'est incroyable. Cet appétit de choses bizarres, de bestioles représentées, de scènes quelquefois tout à fait bucoliques et charmantes. Enfin, le monde de l'Égypte antique est un monde fascinant à cause de ça. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui passent leur temps à regarder ce monde, à s'intéresser à ce monde. Il y a des égyptologues, c'est une profession d'être égyptologue. C'est étonnant, comme ça suffit en soi. C'est pas historien, c'est pas c'est pas archéologue, c'est égyptologue. C'est unique au monde. Et bien donc, Pharaon, a priori, en matière de rêve, de fantastique, de tout ce qu'on voudra, il est verni, il n'y a pas mieux, hein, c'est le top niveau. Et il fait venir Kol Chartoumé Mitzrayim, Vet Kol Chachamea et tous ces sages. Alors donc, il va avoir sa réponse forcément. Il raconte son rêve. Ve'en poter otam, les pharaons. Il n'y en a pas un capable de le lui expliquer, ce qui paraît invraisemblable. Comment se fait-il que dans un pays pareil, avec une science pareille, on ne soit pas fichu d'interpréter ses rêves? Ensuite, ça pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire poter, c'est-à-dire l'interprétation du rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? A priori, il y en a plein qui savent interpréter des rêves. Pour raconter votre rêve, quelqu'un va vous dire « Ah ton rêve, c'est ça, j'y vois ça ». Vous n'allez pas me faire croire que sur toute l'Égypte, où il y a des centaines et des milliers de sages et de Hartoumim, il n'y en a pas un seul qui dit au pharaon, ton rêve, c'est ça. C'est évident qu'il y en a. Donc, le verset est faux. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas un qui n'interprète pas. C'est qu'apparemment, c'est qu'il n'y en a pas un qui n'interprète de façon satisfaisante à Pharaon. C'est que l'interprétation ne lui convient pas. Du coup, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'interpréter un rêve? C'est une question très intéressante, très complexe, parce que déjà, oui, ça demande toutes sortes d'étapes. Déjà, il faudrait se souvenir de ses rêves. Il y a des gens qui ne se souviennent pas du tout de leurs rêves. Il y a des gens qui ont des souvenirs assez partiels du rêve. Donc, il faudra déjà en avoir un souvenir assez clair pour pouvoir en faire quelque chose. Et puis ensuite, il y a l'étape suivante qui est d'être capable de raconter un rêve. Très difficile, puisque un rêve, c'est de l'ordre du ressenti, de l'imaginaire. Aller raconter ça, il faut être assez doué pour bien raconter un rêve. Et il faut aussi quelqu'un, du coup, capable de l'entendre, de l'écouter, ce qui n'est pas évident non plus. D'accord? Donc, du coup, vous avez, à mon avis, une série de difficultés réelles dans la problématique de l'interprétation des rêves.
Et est-ce qu'un rêve a une signification? Peut-être qu'il n'en a aucune. Alors, évidemment, il y a des gens qui considèrent que les rêves ont une signification. J'ai le cas du Talmud qui dit une phrase fameuse qu'un rêve non interprété est une lettre non lue, un message qui n'est pas lu. Vous recevez un message, il faut l'interpréter d'après le Talmud. Bon, c'est bien gentil de dire ça, mais d'abord, message de qui? Et ensuite, est-ce que le message a un sens? C'est pas évident. Alors maintenant, il y a des gens qui se sont passionnés pour ça. Évidemment, le plus célèbre, peut-être pas le premier, mais le plus célèbre d'entre eux est Sigmund Freud. Bon, mais encore une fois, on peut lire Freud, on peut s'intéresser aussi, il y a même des espèces de dictionnaires de symboles des rêves, on peut s'intéresser à ce monde, mais c'est quand même un monde assez complexe et pas évident à saisir, même s'il y a peut-être des règles qui reviennent. Et surtout, et c'est ce qui me paraît très intéressant dans cette description, comme il s'agit de l'intimité de celui qui rêve, ce que le début de la paracha nous montre dans le lit de Pharaon, dans sa tête, dans ses éveils, puis ses rendormissements et ses angoisses, etc., eh bien, ce qui compte, c'est que ça parle à la tête de Pharaon. Alors justement, chez ces Khartoumim, ça ne leur parle pas. Là, du coup, Sarah Mashkim a vous savez, Sarah Mashkim qui a été celui, c'est-à-dire les chansons, celui qui donne à boire, Mashké, c'est la boisson, eh bien, le ministre de la boisson, littéralement c'est ça, il a cette extraordinaire idée, puisqu'il voit Pharaon très préoccupé par ça. On aurait aussi pu penser que, bon, personne ne l'interprète, c'est pas très grave, on va passer à autre chose, on va pas mettre non plus toute l'Égypte sans dessus-dessous pour interpréter un rêve. C'est pas très grave, après tout. Non, si Pharaon convoque tous les Khartoumim, etc., c'est bien qu'il considère que ce rêve, enfin ces rêves, puisqu'il en a eu 2, sont quelque chose d'important pour lui. Donc, ça veut dire qu'il entend cette angoisse. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur Ve'ine Chalom. Voilà, c'est un rêve, c'est qu'il le ressent, il l'a vécu. Il n'est même plus sûr que ce soit un rêve. Et donc, c'est pas juste de la curiosité chez lui. Il y a une angoisse existentielle à comprendre ce qui lui arrive. Sinon, il n'y aurait pas cette insistance. Et là, du coup, le Sarah Mashkim dit, voilà, vous connaissez aussi, j'imagine, tout ça, vous avez lu, eh bien, je me souviens d'un petit Hébreu qui était en prison avec nous, il était assez doué pour ces genres de choses, peut-être on peut essayer avec lui. Ce qui est quand même assez curieux, tout d'un coup, d'aller chercher en prison un petit Hébreu, alors qu'on a tous les grands sages de l'Égypte, qui sont des grands spécialistes du rêve. Et c'est comme si on avait vraiment la grande société des psychanalystes et tout, puis on allait chercher un petit mec qui n'a aucune formation, qui est vraiment, qui sort en tôle. Il y avait un mec en tôle qui savait nous parler. Il n'est pas psy du tout, il n'a jamais lu Freud, il n'a jamais lu Lacan, mais il a un truc, peut-être ça vaut la peine de lui demander. Bon, donc c'est ce qu'il fait. Et je vous signale juste un petit détail, et que j'avais été mis dans la maison de Sar à Tabachim. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on se rend compte que la maison de Sar à Tabachim, c'est Beit Sar à Tabachim, c'était la prison. Or, qui c'est Sar à Tabachim? Sar à Tabachim, c'est-à-dire le ministre des Tabachim, c'est-à-dire le ministre des cuistots. Mais Tabach, c'est aussi le fait d'égorger, du massacre. C'est le ministre du massacre. C'est en fait le ministre de la cuisine, mais c'est musique, c'est-à-dire que c'est celui qui fait la viande. Et c'est un des points intéressants de ces rêves. C'est que, regardez, vous aviez le Sar à Ophim, c'est celui qu'on a pendu, c'est le ministre de ceux qui font au four. Là, au fait, c'est celui qui cuit le pain au four. Donc, c'est le ministre du pain. Il y avait le Sar à Mashkim, donc celui qui en est ressorti, qui est lui, donc le ministre de la boisson, du vin. D'ailleurs, son rêve, c'est de presser des grappes. D'accord ? Donc, il fabrique du vin, lui.
Et puis maintenant, vous avez le Sar at-Tabachim, qui est le ministre de la cuisine, mais on fait de la bidoche, quoi. C'est ça ça veut dire. C'est le ministre de la cuisine. Qui c'est ce gars-là? Eh bien, c'est Poutifar. On le sait déjà, parce qu'on avait vu que Yosef avait été vendu à Poutifar, Sar at-Tabachim, ça avait déjà été dit. Donc, Yosef a été mis chez Poutifar, il a eu un problème avec la femme de Poutifar, ça c'était la paracha de la semaine dernière, on connaît ça, et il est mis en prison. Mais en fait, ici, on comprend que la prison, c'est une prison privée, c'est les caves ou les sous-sols de la cuisine de Pharaon, en fait. C'est ça, où il est plongé. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, je ne sais pas, mais il est là-bas, où c'est là-bas qu'on avait enfermé le Sar à Mashkim et le Sar à Ophim. Et donc, tout ça tourne autour de la bouffe. Y compris les vaches. Je vous ai dit, les vaches sont des vaches à viande. Les épis. Donc, on est complètement dans une problématique de nourriture. Tous ces personnages sont liés à la nourriture, ce qui est quand même assez curieux. C'est comme si l'Égypte, la cour égyptienne plutôt, était une espèce de grand restaurant de luxe. Vous voyez, on rentre dans le resto, et là, il y a le responsable de la cave, le responsable de la bidoche, le responsable des pâtisseries. Et vous voyez, quand il y a des reportages sur l'agitation délirante qu'il y a dans un grand restaurant, c'est un peu l'impression que ça donne. Et que Pharaon, il se fait servir par tous ces gens-là. C'est curieux, parce qu'a priori, dans un État, on parlera plutôt de Sarah Pnim, de celui qui s'occupe des affaires intérieures, de Sarah Ghana ou Amil Khama, ceux qui s'occuperaient de la défense, celui qui s'occupe des affaires extérieures, celui qui s'occupe du trésor. Enfin, vous voyez, imaginons une petit remaniement ministériel et qu'on vous nomme celui de la viande, celui de la boisson, celui de la bidoche, celui du pain et des pâtisseries, je ne sais quoi. Ce sera assez curieux. Et puis un chef d'État qui est très préoccupé par ce qu'il va manger demain. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'assez amusant là-dedans. Et il raconte donc que là-bas, il y avait un art ivri, Eved, les Saradabachim. Donc, il y avait un petit jeune hébreu, esclave du Saratabachim. Mais il ne décrit pas comme Yosef avait demandé qu'on le décrive. Parce que quand Yosef avait demandé qu'on avait interprété bien le rêve, il avait dit, écoute, quand tu vas être libéré, tu penseras à moi. Il lui avait dit, moi je suis un Hébreu, j'ai été volé, il lui avait raconté son histoire en fait. Et l'autre le retient comme l'esclave, il ne dit même pas son nom. Et du coup, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que on a, dans un texte comme celui-là, quelque chose d'assez ignoble chez cette chanson. C'est que il a été en prison. Yosef lui a rendu service. D'abord, il les a servis honnêtement tout le temps de leur emprisonnement. Ensuite, il leur a rendu service en interprétant leurs rêves et il l'a rassuré. Et il lui a dit au passage, sache que moi je suis injustement en prison, voilà mon histoire, et il l'a raconté, son histoire. Souviens-toi de moi quand tu sortiras de prison, essaie de faire en sorte de plaider ma cause. Et l'autre n'en a rien fait. Il se passe 2 ans, c'est le début de la paracha. Et là maintenant, tout d'un coup, on a besoin de lui. Donc ce ministre a besoin au milieu de cette cour de Pharaon qui est dans l'angoisse la plus totale de ne pas pouvoir interpréter les rêves, on se souvient de Yosef. Et il le présente comme un petit évêque d'Ivry, rien du tout en fait. Ça montre un personnage qui manque sérieusement de reconnaissance et d'humanité à l'égard de Yosef. Bon. Du coup, Yosef est sorti de prison
Et il interprète les rêves en disant que ça va être cette année de vache grasse et cette année de vache maigre, l'expression vient de là, hein, le signal. Pharaon a raconté son rêve. C'est un détail aussi intéressant, mais je ne peux pas passer trop de temps. Il redit le rêve tel qu'on le connaît déjà. C'est intéressant parce qu'il a cette nécessité de raconter. Yosef, donc, lui interprète ça. La question qu'on peut se poser, quand même, et qui est quand même, je ne sais pas exactement la réponse d'ailleurs, mais pourquoi Yosef interprète le rêve et ça marche? Pourquoi les autres, ça n'a pas marché? Moi, je crois que la réponse, elle est en interprétation de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit juste, voilà, il y a 7 années d'abondance, et puis ensuite, il y aura 7 années de famine. Donc, c'est tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il en sait d'abord? Il n'en sait strictement rien. Peut-être que c'est du pipeau. Mais il dit quelque chose qui fait sens. Et du coup, ça parle à Pharaon. Pharaon l'accepte, cette interprétation. Mais personne ne dit que cette interprétation est juste. Qu'est-ce qu'on peut savoir que cette interprétation est juste? Rien ne le laisse supposer. Et donc, pourquoi les autres, personne n'a pensé à cette interprétation-là? Moi, il me semble qu'une des raisons, c'est que dans ce que dit Yosef, il y a quelque chose quand même de très embêtant. Cette année grasse, c'est normal, l'Égypte est un pays gras. Le propre de l'Égypte, c'est de donner, comme une horloge, l'abondance. Le Nil, avec ses crues, c'est comme ça que c'est comme une horloge annuelle, apporte l'abondance et la richesse à l'Égypte. Le Nil, la richesse de l'Égypte, vient des pluies, tout simplement, équatoriales de l'Afrique et qui arrivent en abondance dans le Nil. Et quand il y a la saison des grandes pluies et que tous les lacs d'Afrique débordent, etc., et tout ça va arriver dans le Nil avec tout un limon. Et ça fait déborder le Nil avec une eau non seulement qui est une eau abondante, bien sûr, puisqu'elle déborde, mais c'est pas seulement ça, le Nil coule toute l'année, à la rigueur, j'ai pas besoin des crues, mais les crues apportent de l'engrais. Le limon qu'il y a est d'une immense richesse. Et c'est ça, la richesse de l'Égypte. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes de l'Égypte moderne qui a construit un barrage, donc il n'y a plus de crues. C'était beaucoup plus facile pour naviguer sur le Nil ou pour les habitations qui sont proches du Nil. Il n'y a plus de crues, ça n'envahit plus les berges, sauf que ça n'apporte plus de limon. Il faut mettre de l'engrais maintenant. Et donc, on connaît la richesse du Nil. Ça n'a aucun rapport avec Eretz Israël qui a des saisons et des années avec de la pluie et des années sans pluie. Là, c'est comme une horloge. Or, Yosef, il dit, voilà, ton horloge, elle est bien réglée. Tac, tac, tac. Et bien, elle est encore bien réglée pendant 7 années. Mais dans 7 ans, ça va se dérégler. Et tu vois, ça va plus marcher. Alors maintenant, il y a peut-être d'autres raisons que le manque de crues du Nil. Il y a peut-être des épidémies, il y a peut-être des parasites, je ne sais pas quoi, moi, un Covid qui se pointe. On ne peut pas savoir, mais le fait est que c'est a priori invraisemblable. Pourquoi l'Égypte, qui est plongée dans la régularité et l'assurance d'elle-même, va tout d'un coup se retrouver dans 7 années? À la rigueur, une année qui a été moins bien, je veux bien. Mais 7 ans de suite, c'est invraisemblable, ça. Or, Yosef prévoit une espèce de catastrophe naturelle. Et cette catastrophe naturelle, même le Nil n'y peut rien. Même le Nil. Or, tout ça a commencé avec Pharaon qui se tient sur le Nil. Et Pharaon est un personnage divinisé. Le Nil aussi est divinisé d'ailleurs. C'est que Pharaon maîtrise. Vous voyez, tout début, Pharaon est sur le Nil, il n'est pas au bord du Nil.
en hébreu, Al-Ayero. Et donc, il domine tout ça. Et je pense que moi, c'est la raison pour laquelle les Khartoumim ne sont pas capables d'interpréter le rêve, parce que tout simplement, ils ne sont pas capables d'imaginer qu'on va perdre le contrôle. Ils ne sont pas capables d'imaginer un tel scénario catastrophe. Ils ne sont pas capables de dire à Pharaon, à lui-même, tu vas, toi, Pharaon, perdre le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas Pharaon. C'est ça que ça veut dire. Tu es un roi comme les autres, tu es un dirigeant comme les autres. Tu ne maîtrises rien. Et ça, Yosef, il a une sacrée yiddish chutzpah. De venir dire ça, oui, il sort de tôle, le mec, on l'amène chez Pharaon, vous imaginez le pauvre petit gars qui arrive devant chez Pharaon, le petit hébreu là, et il lui dit, voilà, ben toi, tu vas voir, dans 7 ans, ça va être la cata pour 7 ans. Tu n'y pourras rien. Tu n'as aucun pouvoir. Il faut quand même l'accepter. Là où Pharaon est un grand dirigeant politique, c'est qu'il l'accepte. Il aurait pu, moi, j'aurais pu imaginer qu'il renvoie le Yosef à sa tôle et peut-être dans une tôle autrement moins confortable. Il accepte ça. Ça lui plaît. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la famine qui va être décrite par la suite, c'est qu'elle ne touche pas que l'Égypte. Donc ça veut dire que c'est une famine qui vient plus loin que l'Égypte. Pourtant, les vaches sortaient du Nil. Il y a quelque chose de lié au Nil, mais pas seulement. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça correspond? Pas forcément historiquement, stricto sensu, mais est-ce qu'il y a des phénomènes comme ça dans l'histoire humaine où effectivement il y a des années de grandes catastrophes? Or, il y en a eu. Il y a par exemple l'explosion d'un volcan en Indonésie, dans ce coin-là, qui a provoqué un refroidissement climatique pendant quelques années. Et il paraît que ça aurait expliqué les ciels de Turner. C'est qu'en fait, ce volcan a déversé tellement de cendres dans l'hémisphère sud que même dans l'hémisphère nord, le ciel pendant plusieurs années a été brouillé. Tout a refroidi, les récoltes ont été épouvantables. Turner, 19e siècle. La Révolution française aurait été provoquée en partie, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais par plusieurs années de très mauvaises récoltes. Trop de pluie, voilà. Donc le climat, une explosion volcanique, si elle est abondante, rappelez-vous, il y a quelques années, un volcan en Islande avait arrêté toutes les lignes aériennes entre l'Europe et l'Amérique, c'était un truc incroyable, tous les avions étaient bloqués au sol. On a maintenant le Covid qui stoppe tout, c'est quand même extraordinaire. Donc, Yosef, qu'est-ce qu'il vient dire à Pharaon? Il dit, ben voilà, ça arrive, dans 7 ans, sache-le, prépare-toi, parce qu'il y a un truc, on ne sait pas trop quoi, mais tout va s'arrêter. Covid, volcan, je ne sais pas quelle chose, en fait, la Torah ne dit jamais, hein, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas la cause de cette famine. Mais ça va être la cata, et tu as intérêt à te préparer. Si vous venez dire ça à un dirigeant, il va vous rire au nez. Je vous signale que dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, des gens spécialistes des maladies telles que ce Covid avaient prévu ça. Donc, il avait dit que ça arriverait, c'est tout, c'est mécanique quelque part. On sait que des choses arrivent. Donc, il faut s'y préparer le mieux qu'on peut. Mais non, on n'est pas prêt. On n'arrive pas à imaginer ça. On n'arrive pas à accepter notre fragilité. Et ça, moi, je trouve que dans la façon de gouverner des différents gouvernements, peu importe, je ne suis pas en train de donner des bons points, des mauvais points, mais on a du mal à penser. Prenez Fukushima. Les Japonais savent ce que c'est que des tsunamis, c'est dans leur culture. Mais ils fabriquent une centrale nucléaire avec un mur trop petit. Si le mur avait été plus haut, il n'y aurait pas eu le problème de Fukushima. Le mur de digue pour protéger du tsunami. Ils ont été radins avec la hauteur du mur.
C'est curieux. Et il y a eu des reportages sur Fukushima où on montrait des stèles funéraires très anciennes, où les cimetières anciens étaient plus en hauteur. Donc on savait très bien jusqu'où allait le tsunami éventuel. Vous voyez, et c'est comme si on avait l'homme moderne perd la crainte qu'avaient les anciens. Et ça, c'est curieux. Il y a eu en France, c'était un petit machin, dramatique pour les gens qui l'ont subi, mais ça reste un petit truc. Il y a la forêt, il y a une tempête célèbre avec un village qui s'est fait complètement envahir d'eau au bord de la mer. Mais on avait construit dans un endroit où personne n'aurait jamais construit auparavant. Ce serait jamais venu à l'idée des anciens de construire un truc pareil. Seulement, on voulait, voilà, et maintenant c'est la mode d'aller au bord de la mer, il faut des villas, des machins. Et il y a des gens qui se sont noyés dans cette affaire. Mais c'est la bêtise de l'être humain de construire des trucs où personne ne construisait avant. Mais c'est pareil dans les vallées récentes, voilà, Saint-Martin-de-Vésubie, tout ça, c'est la même chose. Moi, je connais très bien le coin. On a construit des routes à des endroits qui sont dans des torrents où régulièrement, c'est pas étonnant que ça s'écroule. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Et ça, c'est quand même une curiosité chez l'être humain de ne pas être capable, ou sa capacité d'oubli, si vous voulez, de ne pas vouloir regarder en face la problématique. Et du coup, notre Yosef, ça chutzpah, ça yiddish chutzpah, c'est tout simplement de dire un truc finalement assez évident à Pharaon. Tu sais, il pourrait bien que dans 7 ans, c'est une possibilité, il y ait une catastrophe, je ne sais laquelle, et que peut-être faut se préparer tout simplement. C'est tout ce qu'il a dit, Yosef. Et là, Pharaon, il dit, oh là, lui, il n'est pas bête. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi il n'est pas bête. Pourquoi les autres n'ont pas pensé à ça? C'est pas si intelligent que ça, finalement. C'est que du bon sens. Il fallait oser le dire. Moi, je crois que le problème, c'est qu'il n'ose pas le dire. Les autres n'osent pas. Alors, ça fait penser à l'URSS. Vous savez, dans l'URSS, il y a un moment dans ces régimes-là, on n'ose plus rien dire. Avec Trump, c'est un peu le même problème, je crois. C'est qu'à un moment, les conseillers vont venir. Les gars, ils ont tellement la trouille de se faire virer ou en URSS de se faire mettre en tôle sur la touche complètement, qu'il y a un moment, il faut surtout dire ce que le dirigeant a envie d'entendre et pas autre chose. Et ça, c'est connu de ce genre de régime. Or, un bon dirigeant doit justement avoir envie d'écouter quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre, quelque chose qui le dérange, qui le remette en cause. Si on est là pour se passer la pommade et s'applaudir et dire comme on est gens d'efforts formidables, comme Pharaon, t'es formidable, et c'est super, bah, tu es sûr que quand les 7 années de catastrophes naturelles vont arriver, tu ne seras pas prêt. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que tout baigne, on est bien. Alors, c'est ça, à mon avis, la force de Yosef. C'est de lui dire, voilà, il y a un vrai risque. Moi, j'en sais rien, je suis Yosef, je suis rien du tout. Mais c'est toi qui fais le rêve. Mais si tu veux écouter ton rêve vraiment, peut-être c'est ça le risque. Est-ce qu'on prend le risque d'entendre et de se tromper ou pas? Et ça, c'est une vraie question. Dans l'histoire humaine, je suis certain que si on regarde plein d'exemples, en fait, dans énormément d'exemples, je suis convaincu que ça, on pourrait écrire un livre, voilà, un sujet de livre à écrire, voilà, sur chaque fois où l'être humain n'a pas été capable d'écouter des intuitions ou des rêves ou des prédictions vraisemblables, mais qu'on voulait voir comme invraisemblables, pour ne pas y arriver. Ça me rappelle aussi la phrase de Churchill sur les accords de Munich. Vous savez, vous avez voulu la paix et l'honneur, vous aurez la guerre et le déshonneur. Enfin, je ne me rappelle plus bien de la phrase, mais il dit tout simplement, qu'est-ce que vous croyez? Vous allez vous en sortir aussi facilement en signant quelques accords et en donnant un petit morceau de Tchécoslovaquie à l'ogre, ça ne marchera pas. Seulement, voilà, il faut être Churchill pour le dire. Les autres sont trop contents d'avoir soufflé un peu. Et ça, c'est à mon avis la force de Yosef. Maintenant,
Alors, j'ai plus beaucoup de temps, il me reste pour la deuxième partie de, de notre paracha, qui est le fait que tout d'un coup arrivent les frères. Parce que tout ce scénario, en fait, pour la Torah, ce qui intéresse la Torah, c'est pas la catastrophe naturelle, c'est de réunir les frères. Dans le fond, la Torah, c'est la ligne conductrice. Et donc, le fait que les frères arrivent est évidemment très importante. Ce qui est intéressant dans le détail, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps, mais c'est le jeu qu'il y a entre ces frères qui tout simplement arrivent au départ pour s'alimenter. Ce ne sont que des voyageurs quelconques, ça aussi on en voit dans les bas-reliefs égyptiens, donc des Sémites, parce que les Égyptiens ne sont pas des Sémites, donc qui arrivent de Canaan ou de ces endroits-là, avec leurs ânes pour charger des marchandises et pour en vendre éventuellement. C'était un état de fait commercial tout à fait courant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et encore une fois, ce n'est pas très loin, quelques jours de marche le long de la côte et on arrive en Égypte. Bon, donc, les frères qui débarquent pour chercher du blé, c'est une scène tout à fait banale. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui n'est pas banal, c'est que la famine touche aussi Israël, ce qui montre que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une catastrophe apparemment bien au-delà de la seule Égypte et donc du Nil, parce que le Nil n'a strictement aucune influence sur le climat en Israël. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les frères tombent, évidemment, c'est là c'est ce qui nous intéresse, sur Yosef, qu'ils ne reconnaissent pas. Alors là, c'est là où la paracha est très riche, une fois de plus, c'est que Yosef est devenu égyptien. Yosef, eh ben oui, il a pris un nom égyptien, Safnat Panéar. Il s'est marié avec une femme égyptienne, apparemment, même si le Midrash la raccroche à Dina, mais je ne veux pas parler de ça. Il a l'air d'un Égyptien, ce gars-là, complètement. Et eux, ils s'y trompent. Ils ne le reconnaissent pas du tout. Ils sont à milieu d'imaginer que c'est Yosef. Pourquoi et là aussi, c'est une question. Pourquoi ils ne se disent pas, tiens, c'est peut-être Yosef? Pourquoi il leur faut tellement de temps pour comprendre que c'est Yosef? En fait, ils ne le comprennent pas d'ailleurs. C'est Yosef c'est la paracha de la semaine prochaine. Coup de théâtre, hop, il enlève le maquillage et il dit voilà, c'est moi Yosef. Il arrête de parler aussi, il se met à parler hébreu. Vous voyez, la langue. Mais pourquoi ils n'ont pas imaginé que ce serait peut-être Yosef? Pourquoi ils n'ont pas cherché Yosef en Égypte? Ils savent que Yosef est en Égypte puisqu'ils l'ont vendu à une caravane qui partait vers l'Égypte. Et l'ascension extraordinaire de Yosef pour devenir Premier ministre leur semble peut-être invraisemblable. Vous voyez, mais là, du coup, on est dans la même problématique que les Khartoumim de l'Égypte, qui sont incapables de penser la catastrophe. Comme les frères sont incapables d'imaginer que ce gars-là, ça peut être leur frère. Or, des ascensions extraordinaires, il y en a eu dans l'histoire. C'est peut-être exceptionnel, bien sûr, mais il y en a. Et il y a des gens qui partent vraiment de rien, qui n'ont a priori aucune chance, et qui y arrivent, et qui arrivent au sommet. Et là aussi, on a des exemples assez fantastiques dans l'histoire, que ce soit évidemment l'histoire juive, mais je prends une histoire récente, la destinée, je suis en train de lire ses souvenirs d'Obama, est étonnante. Voilà un type qui, a priori, n'avait rien pour être président des États-Unis. C'est un gars, son père, il n'est pas là, sa mère, c'est une pique-nique, il appartient, il n'a pas d'argent, il est noir, peut-être un peu brillant, ok, mais il n'a rien pour être président des États-Unis, il n'a aucune chance, a priori. Et il y arrive en très peu de temps. Il a une carrière politique très courte avant sa présidence. Bon, chance, talent, tout un tas de choses font qu'il a réussi. Et des cas comme ça, il y en a. Donc, les frères, ils n'arrivent pas à imaginer que c'est Yosef. Et ça, c'est intéressant aussi. Et évidemment, tout le jeu de Yosef avec l'histoire de leur remettre l'argent de fait jouer, on a l'impression d'un chat qui joue avec une souris. Et Yosef
fait mumuse avec eux en jouant, et puis vous, la prochaine fois, vous ramenez votre frère parce que ces couillons ont dit qu'ils avaient un frère. Mais pouvait-il imaginer que ça intéresserait leur interlocuteur, puisqu'il leur demande est-ce que vous avez un frère? Dites-nous. Et donc, il joue avec eux. C'est une forme de vengeance de sa part. Alors, il faut bien comprendre que derrière tout ça, il s'est passé des années et des années. On est dans un monde où tant d'années se sont passées, tant de choses. Et il y a quand même derrière tout ça, semble-t-il, une question qui demeure, qui n'est pas résolue. Pourquoi aucune des deux parties n'a cherché à crever l'abcès? C'est-à-dire, les frères n'ont jamais dit la vérité à leur père. OK? N'ont jamais osé dire à leur père, tu sais, l'histoire de Yosef, en fait, on l'a vendu. On s'en veut beaucoup. Maintenant, montons une expédition en Égypte, allons le chercher. Ils n'ont jamais eu ce courage, ce qui est absolument lamentable de leur part. Et Yaakov n'a pas fait de rêve comme Pharaon. Il pourrait rêver de Yosef vivant, mais ça ne marche pas. C'est intéressant aussi. Alors, il y a une jolie légende. On dit que la fille d'Acher lui chantait une chanson lui disant que Yosef était encore vivant. C'est lui rasséréner un petit peu dans son deuil. Bon. Mais pour lui, c'est invraisemblable. On lui a apporté le vêtement plein de sang. Donc, a priori, il n'y a aucune chance. Et Yosef lui-même n'a pas cherché. Quand Yosef est chez Poutifar, déjà, il devient le premier esclave de la maison de Poutifar. Il pourrait envoyer un courrier chez papa. Il a les moyens, il est chef, il règne sur la maison de Poutifar, c'est pas rien. Donc, il pourrait très bien faire envoyer un courrier, il disait débrouillez-vous, allez chercher Yaakov en Canaan et dis-lui coucou, c'est Yosef, je suis vivant. Il ne le fait pas. Maintenant, il est premier ministre de l'Égypte, il s'est passé 7 années. Pendant 7 ans, il est premier ministre. Il fait ce qu'il veut. Ensuite, arrive la famine. Donc, vous voyez, il a eu largement le temps de faire chercher Yaakov et de lui dire « Salut papa, je suis vivant ». C'est pas difficile pour lui de le faire. D'autant plus qu'il ne faut jamais oublier que Canaan, c'est l'antichambre de l'Égypte. C'est une colonie, enfin, c'est pas une vraie colonie d'ailleurs, mais c'est, disons, les Égyptiens historiquement, sont rentrés tant qu'ils voulaient en Canaan. C'est pour eux leur arrière-cour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, on a l'impression, et ça c'est quand même un des points, justement, peut-être j'ai commencé par ça, par la façon dont c'est écrit, vous voyez, ce bloc de texte. On a l'impression que la situation est bloquée. C'est psychologique. Joseph, il est psychologiquement bloqué pour dire bonjour à papa, ce qui est quand même très dangereux de sa part, parce que il le demande à ses frères, est-ce que votre père est encore vivant? C'est bien gentil, mais il joue avec le temps. Les années qui passent, le père pourrait peut-être bien mourir. Il prend un gros risque, Joseph, en se taisant tant d'années. Et les frères eux-mêmes, alors eux, c'est beaucoup plus compliqué parce que ils sont bloqués dans leur culpabilité d'avouer leurs mensonges et leur ignominie d'avoir vendu leurs frères. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de reconnaître ses torts. Mais Yosef, lui, il n'a pas de tort. Sauf qu'il a des torts quand même aussi, un petit peu. Il a fait le malin. Enfin, ça ne méritait pas d'être vendu. Moi, je crois que peut-être, c'est une hypothèse, il en veut à son père. Pourquoi? Parce que son père, on en avait parlé, quand il l'envoie, le père, donc Yaakov, envoie Yosef chercher ses frères quand ses frères sont en train de faire du pâturage. Il leur dit, va voir le shlom de tes frères, va voir comment ils se portent. Et je vous avais montré que le vocabulaire est le même que celui de la Hakeda d'Yitzhak. C'est-à-dire qu'il envoie Yosef au casse-pipe. Yaakov prend un risque, il le sait. Ce n'est pas quelqu'un qui juste dit « Tiens, va faire les courses ». Et puis, il y a un accident. « Ah, j'aurais pas dû envoyer ma fille chercher du pain à la boulangerie, elle s'est fait écraser. C'est terrible. »
Mais qu'est-ce que je pouvais savoir que ma fille allait se faire écraser dans la boulangerie? C'est pas possible. Poupou. Hein. Mais, vous comprenez, là, c'est pas du tout la même chose. Yaakov sait pertinemment que les frères détestent Yosef, il tente le diable en quelque sorte. Il dit, va les voir. Et le vocabulaire, je vous l'avais montré, est le même que la Hakeda. Il y a des clins d'œil. Et Yosef se présente, Inéni, je suis prêt à l'épreuve. Et comme Yosef, donc du coup, toutes ces années d'Égypte, c'est quand même son père qui a une responsabilité là-dedans. Et donc, on a l'impression d'un jeu d'une cruauté terrible et d'un blocage, vous voyez, d'un engrenage de blocage qui fait que personne n'arrive à sortir de cette affaire indemne. Et ça, c'est aussi, à mon avis, tout à fait intéressant et très fort. Maintenant, la paracha se termine sur la question de Benjamin. Est-ce que les autres, et c'est tout le test de Yosef, est-ce que les autres, les frères, vont être capables de mouiller leur chemise pour sauver Benjamin ou pas? Et il y a un petit détail dans la paracha à ce propos qui est amusant, un petit clin d'œil, où quand ils entendent le malheur qui leur tombe sur la tête à la fin de la paracha, ils déchirent leurs vêtements, tous. Et là, vous avez la ligne, vous voyez, toujours le vêtement tout au long de cette affaire, depuis, évidemment, la paracha de la fois précédente. Donc, c'est encore une fois un magnifique texte. On n'a pas épuisé, mais l'heure est venue de se quitter.